Lundi 5 décembre 2022, nouvelle semaine, nouvelle édition. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite dans les détails des informations de ce jour. L'État est actuellement en plein dans la préparation des compensations des propriétés concernées par la construction de l'autoroute Antananarivo-Tuamasin. Selon les prévisions, leur paiement devra débuter le mois prochain après les évaluations menées par le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Aménagement du Territoire et le ministère des Finances. Plus de détails avec Nadira Koutoumaf. Cela fait une semaine que les responsables en charge de l'évaluation des propriétés concernées par la construction de l'autoroute Antananarivo-Tuamasin sont sur le terrain. Ce sont les étapes de procédure légale qui retardent les travaux, mais néanmoins, toutes les propriétés concernées par les expropriations suivant la déclaration d'utilité publique seront dédommagées selon les explications. Une commission administrative d'évaluation ou CAE sera mise en place à cet effet. Une commission composée entre autres des agents du ministère de l'Aménagement du Territoire qui se charge d'évaluer l'état parcellaire des biens. La compensation se fera suivant la valeur des propriétés, notamment les maisons, les rizières ou encore les champs qui n'ont pas les mêmes valeurs que les terrains qui ne sont pas utilisés selon le ministre des Travaux publics. Et après ces travaux d'évaluation, le paiement des compensations ne devra pas tarder, comme l'a indiqué le président de la République au ministère de l'Économie et des Finances. En parallèle des travaux de construction de routes devront se faire également les travaux d'évaluation et des compensations des biens des particuliers, souligne Jerry Achefunjazan. Rappelons que le lancement officiel des travaux de construction de l'autoroute Antananarivo-Tuamasin, long de 260 km, s'est tenu en fin de semaine. Passons dans un autre sujet. Madagascar est un pays qui valorise les femmes et l'égalité des sexes. Cela se traduit par la participation active des femmes au développement du pays, le soutien de la première dame aux victimes des violences basées sur le genre en est également le reflet. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour protéger les femmes et les enfants, raison pour laquelle le ministère de la Population, avec le soutien du PNUD, a élaboré le plan d'action national relatif à la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Chanel. La sécurité et la paix sont le premier engagement pris par le président de la République envers le peuple, et la promotion de l'égalité des sexes y est également incluse. Madagascar a pris de nombreuses mesures pour parvenir à l'égalité des sexes et protéger les droits des femmes. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour assurer la sécurité des femmes et des enfants pour qu'elles puissent participer pleinement à la paix et à la sécurité. C'est pourquoi Madagascar, à travers le ministère de la Population, a élaboré le plan d'action national relatif à la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, qui est soutenu financièrement par le PNUD pour 5 ans, de 2022 à 2027. La résolution 1325, qui est le premier document de politique émis par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2000, appelant au respect des droits des femmes et au soutien pour leur participation aux négociations de paix. Ce plan sera rendu public demain à Gourdiane. Continuons dans la partie sud de Madagascar. L'arène de Lissal, un lieu unique dans le parc national de Lissal, dans la région d'Iourbé, a fait l'objet de nombreux graffitis. Les responsables locaux du tourisme lancent un appel pour le respect de ce lieu. Le parc national de Lissal a été également l'un des hôtes de la journée internationale des régions qui s'est tenue à Iourbé le week-end dernier. Khatra Mananzatouf nous en dit plus. C'est la deuxième fois que l'arène d'Issal est vandalisée à travers des graffitis. Il y a eu une coopération des autorités locales pour le nettoyer, mais quelqu'un y a écrit à nouveau la semaine dernière. Après Nosibé, le parc d'Issal est l'une des destinations qui attire le plus de touristes dans notre pays. Les responsables du secteur du tourisme ont donc demandé pour qu'il y ait des vols internationaux directs à Touliar, car Touliar est le plus proche de cet endroit. Les opérateurs souhaitent également construire des infrastructures telles que des routes pour développer le tourisme. Toujours dans cette partie sud du pays, afin d'aider les familles vulnérables dans la lutte contre la malnutrition et afin d'augmenter le taux de scolarisation, le gouvernement malagasy a instauré des cantines scolaires, a indiqué le ministre de l'Éducation durant le lancement du projet Miyanaj à Toulanar. Cela contribue également à la mise en œuvre du 4e Vilran du président de la République. Reportage.
18 régions à Madagascar bénéficient déjà des cantines scolaires dans les régions Anos et Andjoui. Selon la ministre de l'Éducation, Saoundjar Malala Marie-Michel, les cantines scolaires assurées par le gouvernement ne sont plus mêmes que celles d'auparavant. Ces cantines scolaires permettent d'améliorer le taux de scolarisation, d'améliorer les pratiques de santé, nutritionnelles et hygiéniques et de fournir un repas quotidien et complet à tous les élèves. En plus des cantines scolaires, qui sont fournies directement par le gouvernement malgache, il y a aussi les cantines scolaires fournies par les partenaires. Ainsi, le projet Mianage a été lancé dans les régions Anos et Andjoui, un projet financé par l'USAID pour une durée de 5 ans et qui comporte des cantines scolaires. Et l'ouverture officielle des cantines scolaires pour Madagascar a eu lieu à Toulanar le jeudi 1er décembre. Concernant les actualités sportives, une nouvelle course se déroulera dans le cadre de la 14e édition de l'UTOP ou de l'Ultra Trail des Hauts-Plateaux, le X-Trail qui est une course de 40 km. L'UTOP continuera également son ère technologique. En effet, l'utilisation des nouvelles technologies est encore au rendez-vous pour cette édition avec le chronométrage informatisé et les puces électroniques insérées dans les dossards de chaque participant. Reportage sur les images de Yves Chanel. La 14e édition de l'UTOP ou l'Ultra Trail des Hauts-Plateaux aura lieu les 11, 12 et 13 mai 2023. Si la 13e édition comptait 6 catégories, lors de cette 14e édition, une nouvelle course sera au programme. Le X-Trail de 40 km au départ de Matassou jusqu'à Mboumiad-Anakarian. Par ailleurs, les autres parcours seront toujours proposés, à savoir l'Ultra Trail de 126 km reliant Marseille à Mbatpé, le Semi-Trail de 70 km de Matassou à Mbatpé, le nouveau venu X-Trail 40 km qui relie Matassou à Mboumiad, le Tirel de 35 km reliant Mboumiad-Anakarian et Mbatpé, le Fun Run de 10 km en boucle à Mbatpé et enfin le Zaza Trail de 5 km, une course destinée aux enfants de moins de 12 ans. Par ailleurs, l'UTOP continuera d'utiliser les nouvelles technologies, notamment le chronométrage informatisé. En effet, des puces électroniques seront insérées dans les dossards des participants. Cette année, il y aura donc des dossards pucés et des GPS aussi pour les champions. Donc ça permettra d'avoir un chronométrage précis entre les PC courses et aussi à l'arrivée. Et ça permettra aussi de géolocaliser les coureurs, les champions et d'éviter, disons, d'une part des triches et d'autre part aussi assurer une sécurité coureur en sachant exactement où sont les coureurs, où les trouver s'ils sont perdus ou s'il y a besoin. L'UTOP a pour principale mission le développement et la promotion du trail à Madagascar. Le trail, c'est la course nature, c'est la course en montagne. Et nous prenons donc des valeurs du sport. Donc les valeurs du sport, c'est quoi? C'est d'abord le dépassement de soi, c'est la solidarité, c'est le respect de la nature et c'est l'universalité et l'inclusion. Donc c'est ça les valeurs du sport que nous prenons. L'UTOP Madagascar aussi a pour mission de faire éclore des champions malgaches pour leur permettre de participer à des courses à l'étranger. Nous avons aussi pour mission de développement donc des villages sur lesquels l'UTOP passe sur le parcours de l'UTOP. Et nous avons aussi un plaidoyer sur le respect de la nature, la protection de la nature, et nous faisons des actions dans ce sens auprès des villages et auprès de nos coureurs. Les inscriptions se feront au mois de janvier 2023 pour ceux qui sont intéressés par ce saut technologique. Cette édition, qui se tiendra le 11, 12 et 13 mai 2023, est également ouverte aux étrangers. Ensuite, l'équipe nationale masculine malagasy a montré encore une fois qu'elle maîtrise parfaitement le basket 3 contre 3. La sélection malagasy Ankway est championne d'Afrique de basketball dans la catégorie masculine, suite à leur victoire face à l'Égypte en finale qui s'est tenue hier. Les Ankway dans la catégorie féminine ont été sacrées vice-championnes. Ce championnat d'Afrique 3 contre 3 s'est déroulé au Caire en Égypte ce week-end. Eli, Livio, Arnold et Fiar, ce sont les champions d'Afrique de basketball 3 contre 3.
Le tournoi s'est déroulé en Égypte les 3 et 4 décembre derniers. Les Ankway ont déjà fait un beau parcours lors des qualifications avec 2 victoires et une défaite face à l'Égypte, une victoire contre la RD Congo et une autre face au Rwanda. Les Ankway hommes ont été qualifiés pour la finale contre les Égyptes, un match durant lequel ils sont sortis victorieux sur le score de 20-17. Pour rappel, Madagascar a déjà gagné le médaille d'or en 2019 lors du championnat d'Afrique au Maroc, toujours face à l'équipe égyptienne. Les Ankway femmes ont également eu de bons résultats pour leur première participation à ce championnat d'Afrique 3 contre 3. Christiane, Sidonie, Buriel et Chine ont été médaillés d'argent suite à leur défaite en finale contre les Égyptes. Eli, un basketteur malagasy, a été nommé meilleur joueur masculin et Chine, la meilleure joueuse d'Afrique. Ainsi, les Ankway hommes sont qualifiés pour le championnat du monde 2023 en Autriche et les Ankway femmes pour la Coupe du monde en Israël. Le président Andrzej a adressé ses félicitations à ses basketteurs sur sa page Facebook, ces derniers qui font la fierté du pays. En ce qui concerne les actualités de la Coupe du Monde 2022, la France et l'Angleterre se sont qualifiés pour le quart de finale après leur match qui s'est tenu hier. La France a battu la Pologne et l'Angleterre a battu le Sénégal. Liv Adjiamanazar nous en dit plus. L'équipe de Lewandowski a été battue par les Français lors de la rencontre entre les deux sélections hier. Une rencontre dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Les Bleus ont gagné leur billet pour les quarts de finale après avoir battu la Pologne sur le score 3-1. Le score était de 1-0 avant la pause. Et en deuxième mi-temps, les joueurs français ont fait de leur mieux et ils ont encore marqué grâce à Mbappé à la 74e minute. Et ce joueur a encore marqué le 3e but de la France. Lors de la rencontre entre l'Angleterre et le Sénégal, les Free Lions sont sortis vainqueurs sur le score de 3-0 et ont obtenu leur billet pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. La France et l'Angleterre s'affronteront donc en quart de finale le samedi 10 décembre. Place maintenant aux actualités internationales. La Cour d'assises de Bruxelles a débuté les débats au procès des attentats djihadistes qui ont fait 32 morts en 2016 dans la capitale belge. Un moment à la fois attendu et redouté par des victimes encore traumatisées. Les détails avec France 24. 22 mars 2016, aéroport de Bruxelles. 2 djihadistes se font exploser dans le hall des départs à 8 h du matin. Une 3e explosion retentit 1 heure plus tard dans une station de métro du quartier européen. Ces attentats, revendiqués par l'État islamique, font 32 morts et plus de 300 blessés. Très vite, les enquêteurs s'aperçoivent que ces attentats ont été préparés par la même cellule franco-belge que celle qui avait frappé Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015. Les attaques de Bruxelles surviennent d'ailleurs 4 jours après l'arrestation de Salah Abdeslam, seul membre encore en vie de ce commando. 6 ans plus tard, dans la capitale belge, c'est un jury de 36 personnes tirées au sort qui est chargé de juger les accusés. Ils sont 9 hommes à comparaître. 6 d'entre eux ont déjà été jugés au procès des attentats du 13 novembre, dont Salah Abdeslam et Mohamed Abrini. 8 encourent la réclusion à perpétuité pour assassinat et tentative d'assassinat terroriste. Du côté des parties civiles, plus d'1 millier de personnes réclament la réparation d'un préjudice, les proches des 32 tués et les blessés traumatisés pendant les explosions. L'ouverture des débats ce lundi est particulièrement attendue par ces victimes. Ce procès, qui devrait se finir en juin, s'annonce comme le plus grand jamais organisé aux assises en Belgique. En Europe, les 27 pays de l'Union européenne ont formellement approuvé samedi 3 décembre le plafonnement du prix du pétrole brut russe transporté par voie maritime à $60 le baril, a annoncé la Commission européenne. Une décision que Moscou n'acceptera pas, selon le porte-parole de Kremlin. Toujours avec France 24. Depuis plus de 24 heures, l'Union européenne et ses partenaires se félicitent de l'accord trouvé. À partir de lundi, le pétrole brut d'origine russe transporté par voie maritime sera plafonné à $60. Grâce à ce mécanisme, nous réduisons les revenus financiers du budget russe et limitons la machine de guerre russe. En plus, nous adoptons une nouvelle série de sanctions.
Le cours du baril de pétrole russe évolue actuellement à 65 $, soit à peine plus que le plafond européen. Dans un premier temps, le président ukrainien s'est félicité de cette nouvelle mesure avant de changer radicalement de position. Dans une nouvelle allocution, Volodymyr Zelensky estime que l'accord est insuffisant. Le monde ne peut pas oser déclencher sa véritable force de désarmement énergétique. C'est une position de faiblesse. Et ce n'est qu'une question de temps avant que des outils plus puissants ne soient de toute façon nécessaires. Il est dommage que ce temps soit perdu. Le président ukrainien indique que pour être efficace, l'Union européenne devrait plafonner à 30 $ le pétrole russe. Le Kremlin, par la voix de son porte-parole, a indiqué qu'il s'était préparé à un tel plafond, mais qu'il ne l'acceptera pas. Moscou a ainsi prévenu, les pays qui adopteront cette mesure ne recevront plus de pétrole russe. Et enfin, la police des mœurs iranienne a-t-elle vraiment été dissoute? Mohamed Jafar, le procureur général iranien, a annoncé samedi 3 décembre la dissolution de la police des mœurs à l'origine de l'arrestation pour tenue indécente de Mahsa Amini qui s'est tenue le 13 septembre à Téhéran avec France 24. Des milliers de soutiens de la République islamique ont investi la rue iranienne ce dimanche. Comme une réponse à la vague inédite de contestation du régime durement réprimé, déclenchée après la mort de Mahsa Amini. La jeune femme d'origine kurde est décédée mi-septembre après son arrestation par la police des mœurs. Rebondissement dimanche, lorsque le procureur général iranien annonce la dissolution de cette police. La veille, les autorités disaient vouloir réformer la loi de 1983 sur le port du voile obligatoire. Des annonces qui laisse sceptique chez les Iraniens exilés au Kurdistan irakien. Le régime iranien sait très bien qu'il vit ces derniers jours et qu'il est sur le point de tomber. Il fait tout ce qu'il peut pour survivre plus longtemps et sait très bien que si l'obligation du port du voile subsiste, il est voué à disparaître. Cette décision vise à influencer l'opinion publique. L'Intérieur, ministère de tutelle de la police des mœurs, n'a pas confirmé la dissolution. De quoi faire craindre un jeu de dupes du pouvoir. C'est ce qu'affirment plusieurs Iraniens sur les réseaux sociaux, notamment la journaliste et militante Masih Alinejad. Pour elle, cette annonce vise à stopper le mouvement de contestation. De leur côté, les manifestants ont appelé à une grève de 3 jours cette semaine pour accentuer la pression sur le régime. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.